On a vengé le prophète Mohammed. Ces mots, ce sont ceux prononcés par les frères Kouachi après l'attentat perpétré dans les locaux de Charlie Hebdo. Le 7 janvier 2015, armés de Kalachnikov, ces terroristes fanatiques ont assassiné des journalistes, des dessinateurs, des caricaturistes avec une violence inouïe, pour des dessins. Des dessins. 7 janvier 2015, cette date résonne comme une blessure qui, 10 ans après, est toujours visible. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la publication des caricatures de Mahomet, quelques années avant. Des caricatures publiées dans un journal danois, le Jyllands-Posten, que nous avons décidé, au sein de Charlie Hebdo, de republier dans nos pages. C'est là que tout a commencé et que la haine a commencé à se manifester. Vous écoutez, il y a 10 ans, l'attentat de Charlie Hebdo, un podcast de la rédaction d'Europe 1 présenté par Philippe Val, ancien directeur de Charlie Hebdo. Épisode 1. Tout ça pour des dessins. Pour comprendre l'histoire de ces caricatures qui ont fait couler tant de sang, il faut remonter à 2005, au Danemark. Geir Bluitgen, un écrivain danois, ne parvient pas à trouver des dessinateurs pour illustrer un livre expliquant la vie du prophète Mahomet aux enfants. Aucun d'eux ne souhaite que leur nom soit associé par peur des représailles. Un an avant, le 2 novembre 2004, Theo van Gogh, un polémiste et réalisateur néerlandais, avait été assassiné par un extrémiste musulman en plein centre d'Amsterdam après la diffusion de son film Soumission, dans lequel il critiquait de façon virulente l'islam. L'écrivain Geir Bluitgen déplore alors une autocensure liée à l'islam, un constat que partage aussi Flemming Rose, directeur du quotidien danois, le Jyllands-Posten. Au Danemark, il y a eu un cas avec un humoriste qui a donné une interview à mon journal où il a dit « Vous savez, je n'ai aucun problème à pisser sur la Bible devant une caméra, mais j'ai peur de faire la même chose avec le Coran. » Il faisait donc une différence entre le traitement qu'il réserverait au christianisme et à l'islam en matière de satire et de moquerie. Au Danemark, il y a eu une réunion entre le Premier ministre et un groupe d'imams. Après cette entrevue, 2 des imams ont déclaré à la presse qu'ils avaient demandé au Premier ministre d'introduire de nouvelles lois criminalisant le fait de se moquer de l'islam. Il s'agissait là d'un appel direct à la censure, en utilisant des outils du pouvoir d'État pour obtenir une protection spécifique. C'est dans ce contexte que le Jyllands-Posten s'empare du débat. Le journal danois invite des illustrateurs à dessiner Mahomet comme ils le voient. Flemming Rose, ancien directeur du quotidien, revient sur l'objectif de cet exercice. C'est important de préciser qu'il s'agissait d'une invitation très ouverte. Nous ne leur avons pas demandé de proposer des dessins satiriques, moqueurs ou blasphématoires. C'était vraiment une invitation très ouverte à dessiner le prophète comme il le voyait. Et c'est pour cette raison que les 12 caricatures que j'ai reçues sont très différentes. Elles étaient très variées. Si vous les regardez aujourd'hui, vous pourrez constater que seulement 4 d'entre elles représentent le prophète. 1 ou 2 d'entre elles tournent en dérision l'écrivain pour enfants qui, grâce au journal, a bénéficié d'un gros coup de pub. Un autre dessin se moque d'un homme politique anti-musulman au Danemark. Un troisième se moque de moi et du journal où je travaillais. Donc, ils étaient très différents. Le 30 septembre 2005, dans un article consacré à l'autocensure et à la liberté de la presse, le Jyllands-Posten publie les 12 caricatures de Mahomet que des dessinateurs leur ont envoyées. La publication passe d'abord inaperçue. Mais quelques semaines plus tard, une vague d'indignation se déclenche dans les pays musulmans. En réalité, cette colère a été éveillée par une tournée d'imams danois au Moyen-Orient. Bernard Rougier, spécialiste du Moyen-Orient, a étudié comment ce scandale a été créé. C'était à la fois un imam, plutôt un militant de la Jama'a Islamiyya, qui sont les organisations islamistes radicales en Égypte à l'époque, qui s'appelait Abu Laban, et un cheikh libanais, salafiste, qui lui s'appelait Raed al-Hilayhel. Et ce sont eux, dans la ville qui est au nord du Danemark, d'Aarhus, qui ont saisi en quelque sorte l'occasion
de construire le scandale. Ces deux prédicateurs, enfin ce militant et ce prédicateur, ont constitué un premier dossier avec les caricatures, et ça leur a pris plusieurs semaines, puis plusieurs mois pour envoyer ces caricatures, avertir, alerter, crier au scandale auprès des ambassades des pays musulmans, auprès des grandes institutions islamiques comme l'université d'Al-Azhar, l'université d'Islamabad au Pakistan, et pour tenter en quelque sorte de mobiliser l'opinion musulmane autour de ce qu'ils considéraient être un scandale. Et moi, j'ai rencontré l'un d'entre eux, qui était le cheikh libanais Raed al-Hilayhel, qui m'a dit qu'ils avaient eu le plus grand mal, qu'au départ, leur dossier était accueilli par de l'indifférence, qu'ils n'avaient pas de réponse, et que ce scandale, en quelque sorte, ils l'avaient constitué au fil des mois, et que ça leur avait permis, enfin ça c'est mon interprétation évidemment, ensuite d'avoir une notoriété internationale, d'être reçu par des ambassadeurs, d'être reçu par des chefs d'État, de voyager dans tout le monde musulman, une fois que le scandale, en quelque sorte, a pris. Et ce scandale leur permet de faire prévaloir une vision salafiste de l'islam et de paraître en Occident, en Europe, comme les défenseurs de la foi. Les caricatures n'avaient rien provoqué. C'est-à-dire qu'il faut bien voir qu'il y a l'intervention de ces deux individus pour constituer en quelque sorte le scandale qui, s'il n'avait pas été présent, serait évidemment passé inaperçu. De fausses caricatures ont été glissées volontairement dans ces dessins. Des caricatures particulièrement obscènes. Dans leur dossier de presse, en quelque sorte, des éléments qui n'y figuraient pas, ou des dessins sur la fête du cochon qu'ils ont travestis pour montrer que c'était encore une nouvelle caricature du prophète. Et donc, ils n'ont pas hésité à grossir le trait, en quelque sorte, pour convaincre l'opinion musulmane. Et ils ont trouvé très facilement des relais auprès des plus radicaux et des prédicateurs les plus salafistes. C'est-à-dire que c'est l'occasion d'une lutte à l'intérieur de l'islam qui permet à ces acteurs salafistes de faire prévaloir leur vision sur d'autres visions, sur des modèles plus tolérants. Et donc, ils ont construit ce scandale en sens. J'ai parlé d'entrepreneurs de scandale parce que ce scandale a été construit au fil des semaines et des mois par deux individus qui sont à l'origine d'un scandale planétaire. Et ça, c'est une entreprise qui a pris du temps, qui n'ont pas hésité à manipuler en rajoutant des caricatures et qui leur a permis en quelque sorte d'être les auteurs de ce scandale mondial à l'échelle mondiale. Voilà un peu comment ça s'est passé. Et l'un d'eux, le cheikh Raed al-Hilayhel, puisque on célèbre la chute du régime Assad, avait été lui-même persécuté en 1986 lors de l'entrée de l'armée syrienne dirigée à l'époque par Assad père, Hafez al-Assad, au Nord-Liban en 1986. Et à l'époque, il avait déjà une activité militante. Il était recherché par l'armée syrienne et il a échappé à l'arrestation. Il a été sauvé en demandant l'asile politique au Danemark. Et il a été accueilli au Danemark. Son fils était handicapé, donc son fils a bénéficié de tout l'accompagnement de l'État-providence danois dans les années 80 et 90. Et il n'a pas été très reconnaissant vis-à-vis de l'État qui lui a sauvé la vie, puisqu'il a engagé cette politique de condamnation du Danemark et de demande de boycott des produits danois dans tout le monde musulman. Tout bascule après cette tournée au Moyen-Orient. De violentes manifestations ont lieu. L'Arabie Saoudite décide de boycotter les produits danois. Rapidement, ce boycott s'étend à d'autres pays du Moyen-Orient sous l'impulsion de chefs religieux qui incitent leurs fidèles à ne pas acheter de produits danois. Le mouvement est tellement suivi que des entreprises danoises enregistrent d'importantes pertes. La compagnie laitière Arla Foods, par exemple, perd près de 1 300 000 € par jour et elle est contrainte de mettre à l'arrêt une de ses usines à Riyad. Il y a eu une manifestation énorme qui a abouti à l'incendie du consulat du Danemark dans des quartiers chrétiens à Beyrouth. On a eu également d'énormes manifestations et des centaines peut-être de morts à cause de cette histoire. Donc vous voyez, le scandale, une fois constitué, a été l'occasion de multiples mobilisations contre tout ce qui était interprété comme les symboles de l'Occident et de cette mécréance à combattre en quelque sorte.
Au Danemark, ces événements sont considérés comme la plus grave crise politique étrangère depuis la Seconde Guerre mondiale. En parallèle, des menaces de mort sont dirigées à l'encontre du Jyllands-Posten et de Kurt Westergaard, le dessinateur de la caricature la plus décriée, celle avec le prophète et son turban qui contient une bombe. Il sera victime de plusieurs tentatives d'assassinat. Décédé en 2021 à l'âge de 86 ans, il a vécu sous protection judiciaire jusqu'à la fin de sa vie. En soutien aux dessinateurs danois, des journaux européens décident de publier les caricatures du Jyllands-Posten. En France, le quotidien France Soir les publie le 1er février 2006, une décision qui conduira le lendemain au limogeage de Jacques Lefranc, directeur de la publication. Il avait pourtant fait part de ses réticences au directeur de la rédaction, Serge Faubert. Dans Charlie Hebdo, on suivait bien évidemment cette histoire de caricature de près. Mais après ce limogeage, on se dit que c'est juste inacceptable. On ne peut pas laisser faire ça en France. Et à l'époque, avec Cabu, on faisait partie d'un club de réflexion qui se réunissait tous les mois sur un thème avec un invité. Et dans ce club, il y avait des patrons de presse, des philosophes, des conseillers d'État, des financiers, des hauts fonctionnaires. Et il se trouve qu'on a une réunion le lendemain. Avec Cabu, on décide de bousculer l'ordre du jour, on doit absolument réagir, on ne peut pas laisser ce type d'atteinte à la liberté d'expression impunie en France. Tout le monde est d'accord. Comme il y a 1 ou 2 patrons de presse, on décide d'appeler le soir même nos confrères pour qu'on publie tous ensemble les caricatures. Et quand je les appelle, ils me disent « Oui, il faut publier. Ouais. J'en parle à la rédaction et je te rappelle. » Mais lorsqu'ils me rappellent, ils me disent « Il y a un problème, l'actionnaire ne veut pas, ou bien la rédaction ne veut pas. Il trouve que c'est stigmatiser les musulmans. » C'est ce que me dit Serge July, le directeur de Libération, qui m'appelle vers minuit, en me disant qu'ils vont publier un grand papier le lendemain qui me désavoue. Une excuse facile, stigmatiser, c'est le grand mot. Quand je voyais le mot stigmatiser pulluler dans toute la presse, je bouillais. Derrière ces arguments moraux, en fait, il y a la trouille. Je comprends qu'on puisse avoir peur, mais ce que je leur reproche, c'est d'habiller leur peur avec des arguments moraux. Denis Jambard, le directeur de la rédaction de l'Express, décide de diffuser les dessins publiés dans Charlie Hebdo. Le magazine est en impression quand l'actionnaire Serge Dassault l'appelle de sa voiture et lui dit « Vous n'allez pas publier ces caricatures quand même ?» Il lui demande de cesser tout de suite l'impression, ce que Denis Jambard refuse en lui disant « Vous pouvez arrêter, vous avez le numéro de l'imprimeur. Vous prenez la responsabilité d'arrêter l'impression, ça va faire un scandale. » Parce que on va se demander pourquoi l'Express ne paraît pas le jour prévu. Mais si vous arrêtez l'impression, moi, je serai obligé de démissionner. Dassault était furieux parce que la semaine suivante, il partait en Arabie Saoudite pour vendre des mirages avec le président de la République. Et ça faisait une crise diplomatique monstrueuse. Donc, le président Jacques Chirac et Serge Dassault étaient foudrage contre nous. Charlie qui s'est attiré les critiques de Jacques Chirac. Il condamne toutes les provocations susceptibles d'attiser dangereusement les passions. Il l'a dit ce matin en Conseil des ministres. Autrement dit, il condamne les caricatures du prophète et notamment celles qui risquent de mettre de l'huile sur le feu. Mais Serge Dassault n'a pas arrêté les rotatives. Et par la suite, il a vendu l'Express. En réalité, le monde intellectuel prétendument progressiste nous a non seulement lâchés, mais il nous a en plus insultés en nous traitant de racistes, hormis quelques-uns qui sont venus témoigner pour nous au procès. Donc, finalement, Charlie Hebdo part en danseuse devant le peloton, avec une cible dans le dos qui ne s'est jamais décrochée et qui a abouti aux attentats de 2015. Au sein de Charlie Hebdo, avec Cabu et Bernard Maris, on est persuadé qu'il faut publier les caricatures. Mais on mesure très vite quel danger ça fait courir à la rédaction. Alors, on décide de réunir tous les personnels de Charlie, non seulement la rédaction, mais aussi les personnels administratifs, abonnements, accueil, tout le monde. On leur expose les faits. C'est le début d'une crise de puritanisme et ça va s'aggraver. Si on ne met pas le pied dans la porte, elle va se claquer contre nous, on ne pourra plus la rouvrir. Certes, on va devenir des cibles, mais aussi on risque de ne plus pouvoir exercer notre boulot. C'est un débat cornélien. Soit on est des cibles, soit on n'existe plus. Mais certains d'entre vous ont des enfants, des familles. Vous êtes évidemment libre de prendre la décision que vous voulez. Et chaque refus, un seul refus, a valeur de droit de veto. On va décider ensemble si oui ou non on publie ces caricatures à l'unanimité. Dans mon fort intérieur, je me dis,
si on ne publie pas les caricatures, je démissionne. Tous les salariés de Charlie Hebdo décident de publier les caricatures, sauf une personne. Mais elle ne veut pas que son refus ait valeur de droit de veto. Il dit « Moi je m'y oppose, mais publiez-les ». Donc, le 8 février 2006, on publie les caricatures du Jylland-Posten dans un numéro spécial, avec en une un dessin de Cabu. En légende est écrit « Mahomet débordé par les intégristes ». On le voit consterné, plongeant sa tête dans ses mains en disant « C'est dur d'être aimé par des cons ». Ça ne va certainement pas apaiser les esprits, mais c'est en tout cas un formidable coup que vient de réaliser Charlie Hebdo. Le magazine satirique a écoulé en quelques heures les 100 000 exemplaires qui avaient été tirés aujourd'hui. Il vient d'ailleurs de relancer 160 000 numéros. Cela veut dire que Charlie Hebdo risque de vendre 5 fois plus que d'habitude aujourd'hui. Il s'agit bien sûr du numéro qui reprend les caricatures de Mahomet. Et ce matin, il n'était plus possible de trouver le moindre exemplaire dans les kiosques de la capitale à 10h du matin. Raphaël Chapira. Toutes les 5 minutes à peu près, un client vient demander son exemplaire de Charlie Hebdo. Bernard tient ce kiosque et ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu ça. Vous auriez un exemplaire, la scène se répète sans cesse depuis très tôt ce matin. Quand je suis arrivé vers 6h, il y avait déjà des gens qui attendaient. Tout est parti. On le met, comme vous voyez, comme le canard là-bas sur le présentoir, mais là il n'a pas eu le temps. Le temps que je le sorte, ça partait comme un lendemain d'élection, les journaux où... Ah, ça s'enlevait bien. Ouais. Collectionneurs ou simples curieux, la plupart des clients qui demandent Charlie ne sont pas de fidèles lecteurs et souvent, ils ne savent même pas à quoi ressemble le journal. Ce numéro spécial s'arrache. Je me doutais qu'il y aurait une poussée de vente, mais je ne pensais pas atteindre ces chiffres. Et on ne l'avait pas fait pour ça non plus d'ailleurs. Ça s'est vendu partout. Sur le marché, les commerçants qui n'étaient pas des lecteurs de Charlie avaient affiché notre une sur leurs étals. Il y a eu un véritable soutien populaire. Je pense qu'on mettait le doigt sur quelque chose qu'ils vivaient au quotidien. Ils se heurtaient déjà à des voisinages, parfois très hostiles, pour des raisons religieuses. Et je pense qu'ils partageaient aussi les mêmes positions que nous sur les questions de laïcité et de non-intrusion de la religion dans les rapports entre les gens. Des intellectuels issus de pays musulmans ont écrit dans Charlie Hebdo, dans ce fameux numéro. Ils ont participé à l'appareillage critique qui encadrait la publication des caricatures. Et à l'époque, pas mal d'Arabes nous soutiennent. Ils ne veulent pas qu'on croie que ce sont des abrutis intégristes qui détestent le pays dans lequel ils vivent. Beaucoup m'arrêtent dans la rue et me disent « Merci monsieur ». Alors oui, ce n'est pas la majorité bien sûr, parce que la majorité a peur, mais il y en a qui luttent contre l'intégrisme qui empoisonne leur existence. En parallèle de ce succès populaire, on assiste à un manque de soutien intellectuel et médiatique. Il y avait une véritable réprobation de ce milieu et un dépit, alors même qu'on défendait une liberté qui valait autant pour Libération que pour Le Figaro. Quand on ne nous accusait pas de stigmatiser les musulmans, on nous reprochait d'en faire une obsession. Mais c'est une accusation qui était tout à fait grotesque. Lors du procès des caricatures, on a fait une étude des unes et des numéros pour voir quelle religion était la plus critiquée dans nos pages. La religion catholique était, je crois, si j'ai bonne mémoire, à peu près à 92%. La religion juive, 2 ou 3%, et l'islam, 2%. Il y avait quelques atomes de bouddhisme aussi. Donc il n'y avait aucune obsession contre l'islam. Et à ceux qui nous accusaient de stigmatiser une communauté, je me rappelle de la formidable réponse de Cabu en novembre 2006 au micro de Frédéric Tadei sur Europe 1. Notre position, c'est pas de stigmatiser une communauté, c'est de stigmatiser des fanatiques. Donc une partie des croyants, c'est pas des croyants d'ailleurs, parce que je pense que les premières victimes des islamistes, c'est les croyants sincères qui ont une foi sincère en leur religion musulmane. Mais nous, on attaque les intégristes. Mais c'était pas des caricatures des intégristes, c'était des caricatures de Mahomet qui laissaient entendre parfois, même pour certaines, que c'était une religion intrinsèquement mauvaise. C'était elle qui contenait le terrorisme ou l'intolérance en son germe. Il y avait une caricature qui représentait Mahomet, soi-disant, avec un bonnet qui était transformé en bombe. Oui. Mais les autres, c'était inoffensif, hein. Bon, alors, mais, si vous voulez, on doit avoir, notre position, c'est qu'on doit avoir la liberté de critiquer toutes les religions. D'ailleurs, nous ne sommes pas privés pour critiquer la religion catholique depuis le début de Harakiri, hein. Et, on a eu souvent des procès intentés par une officine du Front National qui s'appelle La Griffe,
qui nous faisait des procès chaque fois qu'on attaquait la Sainte Vierge, par exemple. Vous vous rendez compte? Donc, on doit pouvoir critiquer aussi la religion musulmane, comme toutes les religions, parce que, imaginez, si on n'avait jamais critiqué aucune religion, dans quelle société on vivrait? Il y aurait pas de statut pour les femmes, par exemple, puisque dans ces pays, c'est un bon étalonnage d'ailleurs. La condition féminine dans un pays, ça prouve le degré de liberté pour nous, vous voyez. Après la publication des caricatures, tout a changé pour la rédaction de Charlie Hebdo. Pour la première fois, nous avons reçu des menaces de mort et j'ai été placé sous protection policière. Sur la demande du ministère de l'Intérieur, nous avons dû changer tous les vitrages de nos bureaux pour mettre des vitres blindées. Tous les matins, il y avait des policiers qui arrivaient avec des gants dans mon bureau pour ouvrir mon courrier. Ils craignaient que les lettres soient piégées, contaminées à l'anthrax, comme ces enveloppes qui avaient été envoyées à des médias et à des sénateurs américains après le 11 septembre. Il y a même eu un moment où la menace était tellement forte qu'il fallait pas qu'on s'arrête dans Paris. Après la publication de ces dessins, j'ai compris que ma vie avait changé. Il y a vraiment eu un avant et un après. Le Conseil français du culte musulman, réuni hier en session extraordinaire à la mosquée de Paris, envisage des actions en justice contre les journaux français qui ont publié ces caricatures. Fouad Alaoui, secrétaire général de l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France, qui a participé à la réunion, estime que la communauté musulmane de France a été outragée. Il s'en explique à Emmanuel Renard. La voie qu'on a suivie et qu'on veut suivre, c'est qu'on aille vers la justice. Et je pense que notre démarche, elle doit interpeller les consciences. Est-ce qu'on a le droit de blesser l'autre? La communauté musulmane de France, elle est blessée dans sa conscience. Elle est blessée dans son intimité. Elle est blessée dans sa foi. Certains disent que c'est la liberté de presse. Eh bien, c'est notre liberté de vous induire en justice. Et nous ne laissons pas passer le fait qu'on porte atteinte à la dignité de notre religion et la dignité de notre prophète. Mais ça, moi, je vous dis, c'est pas spécifique au prophète de l'islam. Tous les symboles religieux, ils ont un droit au respect. Et ce droit au respect, je pense que c'est un droit au respect à l'être humain. L'être humain ne peut pas être caricaturé à outrance, avec diffamation, avec un appel indirect à la haine. Et je pourrais dire même à la haine raciale. Et ça, c'est notre position. La mosquée de Paris, la Ligue islamique mondiale et l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France, portent plainte contre Charlie Hebdo. Le grand public ne sait pas forcément ce que c'est que l'UOIF, devenue en 2017 Musulmans de France. Elle a été créée en 1983 par un groupe d'étudiants membres de la confrérie des frères musulmans. Elle organise chaque année un grand rassemblement au Bourget et il n'est pas rare que certains de ses prédicateurs invités tiennent des propos misogynes, antisémites ou appelant à la violence. En 2012, la France avait ainsi décidé d'empêcher la venue sur son territoire de 4 prédicateurs craignant un fort risque de trouble à l'ordre public. Nicolas Sarkozy annonce que les prédicateurs extrémistes musulmans qui devaient venir au Bourget début avril seront interdits de séjour. Il s'agit bien des 2 cheikh Al-Qardaoui et Al-Masri qui étaient invités par des organisations islamistes. En fait, Didier François, s'il n'y avait pas eu l'affaire Mera, leur venue serait sans doute passée inaperçue. Oui, on pourrait même dire comme d'habitude, parce que vous pensez bien que c'est pas la première fois que des prédicateurs comme le cheikh Qardaoui ou le cheikh Al-Masri viennent en France. Le cheikh Al-Masri était à Paris le mois dernier. Il était déjà venu au mois de décembre, tout ce qui a plu légalement d'ailleurs, avec des visas parfaitement en règle, délivrés à la demande de l'Union des organisations islamiques de France, l'UOIF, qui est la branche française des frères musulmans et qui organise chaque année un grand rassemblement au Bourget. C'est une réunion qui regroupe quand même quelques 20 000 musulmans français. On n'est pas du tout dans le registre de la petite organisation radicale, clandestine, qui préparerait en douce des attentats. Non, au contraire, on est dans la démonstration publique d'un courant très connu de l'islam politique qui a pignon sur rue au Qatar, dans les Émirats, et qui est aujourd'hui au pouvoir en Égypte, en Tunisie, au Maroc ou en Jordanie. Le MRAP, le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, une vieille association antiraciste et communiste, voulait également se joindre à cette plainte. Mouloud Aounit, président du MRAP, m'appelle pour m'en informer. Et le lendemain, je reçois un coup de fil du chanteur Jean Ferrat, que je ne connaissais pas. Il me dit « J'ai appris que le MRAP allait porter plainte contre vous. Vous savez que je suis un des fondateurs du MRAP. Je trouve cela scandaleux qu'il porte plainte contre vous. Je vais faire une dépêche pour dire que je démissionne du MRAP. Je veux que tout le monde sache que je ne suis pas solidaire d'eux et que je suis solidaire de vous. » Et il l'a fait. Et il a eu un réel impact car dans toute la France, il y a eu des démissions du MRAP et aujourd'hui, on voit bien que c'est devenu un raisin sec.
Notre procès s'ouvre le 7 février 2007. Dans notre esprit, il est clair que ce n'est pas Charlie Hebdo qui est devant les tribunaux, c'est de la liberté de la presse. Nous nous battions contre une forme de censure. Avec Richard Malka et Georges Kejman, nos deux avocats, on y allait pour gagner. Il n'y avait pas d'autre issue. Il fallait qu'on gagne. On a bénéficié du soutien et du témoignage d'une dizaine d'intellectuels et de politiques qui sont venus défendre la liberté d'expression à la barre, comme Elisabeth Badinter, François Hollande, Fleming Rose, François Bayrou, Abdelawab Medeb, Mehdi Mozzafari, Bronislav Geremek, Claude Lanzmann ou encore Nicolas Sarkozy qui a adressé un message de soutien lu pendant le procès. En 2019, sur Europe 1, Richard Malka et Georges Kejman lisaient quelques passages de leur plaidoirie à l'occasion de leur livre « Éloge de l'irrévérence » aux éditions Grasset. Je ne vois pas pourquoi les musulmans seraient les seuls citoyens au monde qui ne seraient pas capables de rire d'eux-mêmes. Ils peuvent dire « Notre Dieu est mis en cause, cela nous blesse ». On leur reconnaît cette légitimité de la blessure. Bien sûr que cette blessure est légitime. Est-ce qu'on va chercher à interdire tout ce qui nous blesse dans la mesure où la blessure est une notion subjective? Il ne resterait plus rien dans le débat et plus rien dans la liberté d'expression. Que ces choses soient blessantes, évidemment, mais de là à vouloir interdire, je ne veux pas interdire tout ce qui me blesse. Voilà ce que vous disiez devant le tribunal, procès qui a été gagné en appel, en cassation, rappelons-le, à l'époque. Maître Kejman, vous avez la parole. Moi, j'essaye d'aller même un peu plus loin que ne l'a fait Richard, c'est-à-dire que Richard revendique le droit de blesser les musulmans comme ça peut se faire dans tout débat démocratique. Moi, j'essaye, pour des raisons plus juridiques, de montrer que, en fait, en ce qui concerne les caricatures reprises par Charlie Hebdo, il n'y a aucune atteinte à l'ensemble des musulmans, mais simplement aux terroristes. La couverture de Kaboul le montrait bien en disant Mahomet dépassé par les intégristes et Mahomet disant c'est dur d'être aimé par des cons. Donc je fais une espèce d'exhortation aux gens qui sont en face de nous pour leur reprocher de ne pas participer à ce qui devrait être un combat commun contre les intégristes. On rappelle que les gens en face de vous, il y a notamment le recteur de la mosquée de Paris qui était plutôt un homme de dialogue et qui vous a incité à monter plus fort encore au combat. Maître Kejman. Je dis, la réalité, c'est qu'il n'y a pas un jour où ne soit confronté, non pas à la violence de l'ensemble des musulmans, aucun de nous ne dit cela, mais à la violence d'une minorité que la majorité est incapable de maîtriser. Et dans cette majorité qui devrait dénoncer les terroristes, c'était d'autant plus triste d'avoir Boubacar en face de nous, que Boubacar était une des rares voix qui s'était élevée au sein de l'islam, et je le cite, il ne peut pas renier ses propos, là c'est Boubacar qui parle, « Aujourd'hui, plus que jamais, les musulmans doivent sortir de la torpeur dogmatique, ankylosante pour vivre dans le monde tel qu'il est. Face à ces constats, le mirage le plus dangereux qui les menace est sans nul doute celui de l'intégrisme religieux. Or, Charlie Hebdo n'avait rien fait d'autre que ça, dénoncer l'intégrisme religieux et de non pas dénoncer l'ensemble des musulmans. » C'était un procès historique. La salle était remplie de journalistes et de public. On disait des choses profondes, philosophiques, mais ces 2 jours d'audience ont aussi été ponctués d'humour. Par exemple, il y a l'avocat de la Ligue islamique mondiale qui se lève en levant les bras et qui dit « Je vois très bien où vous voulez en venir. Je vous connais, Maître Kejman. Je sais qui vous êtes, Maître Kejman. » Et dans un silence, Kejman dit « Eh bien, vous en savez plus que moi. » Et là, les gens éclatent de rire. D'ailleurs, lors d'une suspension d'audience, dans l'allée, on se retrouve au coude à coude avec les gens de la partie adverse. Et cet avocat de la Ligue islamique, qui avait interpellé Kejman, se tourne vers moi et me glisse à l'oreille dans la cohue « Monsieur, je ne suis pas d'accord avec vous. Je suis d'accord avec rien de ce que vous dites, mais j'aimerais bien être votre ami. » Et je pense que c'est pour ça qu'on gagne. Parce qu'on représente, au-delà de nos idées, une insouciance, peut-être une légèreté, une frivolité. En tous les cas, sans même le chercher à l'être, on séduit. Je me battais pour un truc qui me dépassait. Et obéir à quelque chose qui nous dépasse, c'est paradoxal, mais c'est précisément la liberté. Ce que j'ai ressenti, ça m'a valu des tas d'emmerdements, mais ça m'a valu beaucoup de plaisir aussi, je l'avoue. Parce que j'ai eu un goût de la liberté que j'ai presque découvert à ce moment-là. J'ai senti qu'obéir à ça, ça me rendait très libre. Certains pourraient se demander si je n'ai pas voulu baisser les bras. Mais j'ai l'impression de ne pas avoir le choix. Ce n'est pas une question de courage,
c'est qu'il n'y a pas 36 chemins, il n'y en a qu'un, donc je le prends. Je le vis comme une nécessité à laquelle j'ai répondu parce que je n'avais pas le choix. Et donc, à l'issue de ce procès, on ressort vainqueur. Mais les menaces à notre encontre ne vont pas cesser pour autant. En 2011, alors que j'ai déjà quitté Charlie, je suis parti en 2009, un incendie criminel ravage les locaux de Charlie Hebdo après la sortie de leur numéro rebaptisé Sharia Hebdo. Ce jour-là, seuls des dégâts matériels sont à déplorer. Mais 4 ans plus tard, la haine islamiste va dévoiler toute sa monstruosité sous les traits des frères Kouachi. Vous venez d'écouter, il y a 10 ans, l'attentat de Charlie Hebdo. Un podcast européen au cœur de l'actu. Écoutez la suite de cette série dans l'épisode 2. Nous sommes au matin du 7 janvier 2015. Je pars déposer mon fils chez la nourrice, qui habite juste en face. En revenant chez moi, je remarque que mon mur a été tagué, un tag incompréhensible. Ça m'intrigue parce que j'habite un quartier plutôt résidentiel, très tranquille. Ce genre d'événement n'est jamais arrivé. Et ce qui m'étonne, c'est que seule ma maison a été taguée. Je ne suis pas du tout parano, mais là, ça m'inquiète. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai la sensation que ce tag est un repérage. Je décide donc d'appeler le commissariat pour leur dire qu'il y a un problème, chose que je n'avais jamais fait auparavant. Et quelques minutes plus tard, j'ai un copain qui m'appelle. Il me dit qu'il y a eu un attentat à Charlie. On ne sait pas s'il y a des morts ou pas, mais ça a tiré, il y a eu des coups de feu. Je suis extrêmement inquiet. À cette période, j'avais déjà quitté Charlie depuis plusieurs années. Je me sentais toujours lié au journal, évidemment, où je comptais des amis intimes, notamment Cabu. Je rentre chez moi, choqué par cet appel. Quand mon téléphone sonne à nouveau, c'est le ministère de l'Intérieur, il me demande où je suis. Ils disent qu'il y a eu un attentat très grave dans les locaux de Charlie Hebdo et que je ne dois pas sortir de chez moi, fermer toutes mes issues, mes fenêtres. Je voudrais aller au journal tout de suite. Je ne pouvais pas rester là. Ils m'ont dit « Ne bougez pas, on va venir vous chercher ». Je suis arrivé devant les locaux de Charlie Hebdo en même temps que Manuel Valls, alors Premier ministre. Dans le hall de l'immeuble, il y avait du sang partout. Manuel Valls monte dans la salle de rédaction et il me dit d'attendre en bas. Quand il revient, quelques instants plus tard, il est livide, il est effondré. Il me dit « N'y va pas ». Je n'y suis pas allé. Et je le remercie pour ça parce que je n'ai pas à chasser ces images-là de ma mémoire. On comprendra que je ne puisse et ne veuille pas raconter ce qui s'est passé dans les locaux de Charlie Hebdo ce matin du 7 janvier. Je laisse donc une autre voix vous raconter ces tragiques événements. Vous écoutez, il y a 10 ans, l'attentat de Charlie Hebdo. Un podcast de la rédaction d'Europe 1, présenté par Philippe Val, ancien directeur de Charlie Hebdo. Épisode 2, l'attaque. Dans le numéro de Charlie Hebdo du mercredi 7 janvier 2015 figurait un dessin de Charb titré « Toujours pas d'attentat en France ». Un personnage à la barbe prophétique avec un fusil d'assaut dans le dos dit « Attendez, on a jusqu'à la fin janvier pour présenter nos vœux ». Le dernier dessin de Charb aura été tristement prémonitoire. Comme chaque mercredi, les caricaturistes et journalistes de Charlie Hebdo se réunissent pour la réunion de rédaction hebdomadaire au 10 rue Nicolas Appert dans le 11e arrondissement de Paris. L'ambiance est joyeuse, ils aimaient se retrouver. Un peu avant midi, la réunion touche à sa fin. Coco s'éclipse pour aller chercher sa fille à la crèche. En bas, 2 hommes armés avec des cagoules surgissent. En fait, on a un de nos collègues qui est descendu pour fumer une cigarette. En arrivant devant la porte de l'immeuble, il a vu dans la loge du concierge 2 hommes cagoulés avec une Kalachnikov, habillés comme un commando en fait, et qui disait Charlie Hebdo. Donc il a tout de suite compris qu'il y avait un problème, il est remonté en courant, il est remonté 2 étages, on a appelé les flics, on a regardé par les fenêtres, en fait on a tout de suite entendu que ça tirait dans l'immeuble. Les frères Kouachi viennent d'abattre Frédéric Boisseau, chargé de travaux de maintenance. Ils encerclent Coco pour l'empêcher de bouger. Elle parvient à identifier leur arme. Comme elle l'a raconté plus tard, Charb dessinait tellement bien les armes que j'ai tout de suite su que c'était une Kalachnikov.
Sous la contrainte, il l'oblige à les mener dans la rédaction de Charlie Hebdo et à leur ouvrir la porte, protégés depuis le début des menaces. Ils arrivent au 2e étage. Les frères Kouachi pénètrent dans la pièce, crient Allahu Akbar, et c'est une pluie de balles qui s'abat dans la rédaction. On a entendu que ça canardait. Il y a eu beaucoup de tirs ? Il y a eu pas mal de tirs, et alors le problème en fait, c'est qu'on ne sait pas s'il y avait 2 ou 3 hommes. Parce que ça canardait d'un côté, il y avait les 2, et sur le toit, on entendait que ça tirait de l'autre côté aussi. Les frères Kouachi tirent d'abord sur Simon Fieschi, webmaster, le blessant gravement. Puis ils demandent où est Charb. Ils veulent abattre celui dont la tête a été mise à prix par Al-Qaïda. En quelques minutes, ils tuent 10 personnes. Les dessinateurs Cabu, Wolinski, Charb, Tinius, Honoré, l'économiste Bernard Maris, la chroniqueuse et médecin psychiatre Elsa Kaya, le garde du corps de Charb, Franck Brinsolaro, le correcteur du journal, Mustapha Ourad, et un visiteur de passage, Michel Renaud. Les assaillants prennent ensuite la fuite en criant « On a vengé le prophète Mohamed. On a tué Charlie Hebdo ». Ils se retrouvent alors en face d'une voiture de police. Ils abattent son occupant, Ahmed Merabet, et sèment les forces de l'ordre. C'est le début de 3 jours de traque. Lorsqu'on découvre les lieux de la tuerie, c'est l'effroi. Laurent Léger, un des rescapés de l'attentat, racontait au micro d'Europe 1 l'horreur dont il a été témoin. Aujourd'hui, je me rends compte que tout ça s'est passé en un éclair de temps, mais en fait, sur le moment, c'était de longues minutes en fait. Et donc, voilà quoi, en quelques secondes, c'était fini en fait. Le tireur a tiré partout dans le tas, quoi, dans le tas. Ils ont eu tous ceux qui étaient autour de la table, qui n'ont pas eu la chance d'être comme moi placés de façon à pouvoir se jeter dans un coin et voilà, ils ont été coincés dans cette pièce et donc voilà, à part Charb, non, il a demandé nullement l'identité des uns et des autres, il a juste tiré. Donc je me retrouve sous cette table derrière, dans une encoignure, là je suis complètement figé, quoi, je sais pas quoi faire. Et on est toujours dans la salle de rédaction. On est dans la salle de rédaction et ça tire et ça dure de longs moments. Et puis après c'est le silence parce qu'il n'y a plus personne, quoi. Moi je pense qu'il a tué tout le monde. Et puis là il y a des pas. Et donc il fait machine arrière et puis il marche dans le couloir, j'entends des pas et puis tout d'un coup je l'entends parler en français avec quelqu'un et là je comprends qu'ils étaient 2, au moins 2. Mais j'ai pas vu l'autre, je l'ai jamais vu. Et j'entends qu'il s'adresse à une femme, donc je me dis qu'il y a au moins une survivante, puisqu'il lui dit on tue pas les femmes ou on va pas tuer les femmes, je me souviens plus exactement. Et qu'est-ce qu'ils se disent entre eux? Si je me souviens bien, ils se disent c'est bon, on les a tous eus ou on les a tous tués. Ça c'est la première chose. Et ils disent ensuite, ils parlent à cette femme. Donc j'ai le souvenir seulement de cet échange, donc de deux phrases en fait, deux petites phrases. Et là je comprends donc qu'ils étaient 2 au moins. Et je comprends qu'il y a une survivante. C'est tout ce que je sais. Moi je suis dans mon petit coin, là je suis sous la table, je bouge pas, je crains le pire parce que évidemment j'ai cru que ma dernière heure était arrivée. Là je vous dis ça comme ça un peu froidement, mais c'était tellement irréel que même aujourd'hui je peux pas imaginer que Charb, que Tinius, que Wolinski, que Cabu, que Mustapha, notre correcteur, que Elsa, la chroniqueuse psy, que Bernard Maris ne soit plus là, quoi. Je peux pas l'imaginer. Pour moi, c'est complètement irréel. Vous pensez que vous allez mourir à ce moment-là? Vous pensez qu'ils vont vous avoir, vous aussi? Bah oui, je pense à tout. Je pense à ceux que j'aime. Je vois des corps devant moi. Je sais pas comment ils vont. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi faire. Je bouge pas, quoi. Je me dis. Et puis tout d'un coup, il y a quand même ce long silence. Ces 2 phrases que j'entends. Puis les pas s'éloignent, mais les détonations continuent. Donc j'ai quand même encore peur parce que je sais pas où ils sont, quoi. Est-ce qu'il y en a un qui reste? Est-ce qu'ils vont revenir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis pétrifié. Je suis vraiment pétrifié. Et puis, je sais pas, des secondes, des minutes passent, et puis j'entends un peu bouger. Et là, je me rends compte qu'effectivement, je suis pas tout seul à la rédaction. Il reste quelques personnes. Voilà. Moi, entre-temps, j'ai appelé quelqu'un que j'aime. Je lui ai dit appelle la police. Voilà. Puis après, ça s'enchaîne parce que après tout le monde va arriver très vite.
À aucun moment, ils n'ont essayé de discuter avec vous, d'établir un contact. Ils étaient venus juste pour tuer. Pour tuer. Ils étaient là pour tuer. Je pense qu'ils voulaient tuer Charlie, et derrière Charlie, tuer le symbole de cette liberté d'expression qu'ils exècrent, de cette liberté qu'ils abhorrent, voilà, ce sont les forces de l'obscurantisme, du fanatisme, de tous les fondamentalismes, de tous les intégrismes. C'est pas des musulmans, ces gens-là, ce sont des terroristes sanguinaires. Voilà, il faut appeler un chat et on ne peut pas les appeler autrement. Christophe Carré, directeur de la rédaction d'Europe 1, était présent à l'antenne ce jour-là. Il se souvient encore avec beaucoup d'émotion de cette journée, durant laquelle les informations arrivaient progressivement. On se prépare à aller en studio, il doit être 11h50 à peu près, et on a les premières rumeurs qui nous font état de tirs autour, dans une rue, et on comprend très vite que c'est dans les alentours de Charlie Hebdo. Donc voilà, on sait que ce sont les locaux de Charlie, mais on ne sait pas si c'est Charlie qui est visé, puis on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Donc on va à l'antenne avec un grand flottement en fait, puisqu'on se dit que se passe-t-il? Donc on commence le journal, je m'en souviens très bien, le carillon d'Europe 1 Midi, Wendy qui lance le journal, j'interviens et là, dans mon casque, on me dit c'est bien Charlie Hebdo qui est visé. Il y a apparemment des victimes, beaucoup, mais pour l'instant, on ne dit rien parce qu'on n'a pas les informations confirmées. Donc on démarre le journal comme ça, on s'arrête très vite pour aller sur place parce qu'on a quelqu'un qui est parti sur place. Et les premiers éléments qu'on a, c'est un quartier bouclé, des scènes un peu de, je dirais pas de panique, mais de sidération. Et nous, on comprend en fait hors antenne, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'à l'antenne, on raconte ce qui se passe avec le peu d'éléments qu'on a, mais au fur et à mesure, on en a de plus en plus. Toutes les infos ne sont pas encore confirmées. On a le nom des premières victimes, donc là, on comprend que c'est une tuerie très lourde. On ne donne pas les noms des victimes tout de suite, ni le bilan, parce que on a l'info finalement en temps réel, en même temps que les autorités, et on sait que les familles ne sont pas forcément informées, elles, au même niveau que nous. Donc, il y a beaucoup d'informations qu'on garde à ce moment-là, et on tient l'antenne en décrivant les scènes avec nos envoyés spéciaux, en faisant des allers-retours entre la scène de Charlie et les studios, et on garde l'antenne comme ça jusqu'à 14h, et après, en fait, on passe en édition spéciale et toute la journée, les journalistes se relaient pour raconter ce qui se passe. Écoutez Christophe, je viens à peine d'arriver, j'aperçois, j'ai à quelques mètres de moi une personne qui est étendue sous une couverture isotherme avec plusieurs pompiers autour de lui qui se relaient depuis 3-4 minutes. Il y a déjà eu 2-3 pompiers qui se sont relayés pour effectuer sur cette personne un massage cardiaque. Ça continue devant moi. Il y a plusieurs véhicules de secours qui bloquent entièrement le boulevard Richard Lenoir à proximité de l'immeuble. Il doit y avoir une trentaine de véhicules de secours, des ambulances, du SAMU. Il y a quelques policiers, plusieurs brancards aussi qui sont passés à vide en direction de cet immeuble. Tout ce que j'aperçois en ce moment, c'est peut-être un petit peu de confusion et beaucoup de personnel de secours et policiers qui s'activent pour essayer de comprendre et de secourir les premières victimes. Il y a plein d'infos qui circulent dans tous les sens, donc vraiment on fait un travail très approfondi avec le service police-justice pour recouper, vérifier toutes les informations. On ne donne pas tout, donc des fois, souvent en concertation avec les services, des fois de notre propre chef, parce que à ce moment-là où les événements se déroulent, on ne sait pas si c'est une attaque coordonnée. D'ailleurs, les tueurs sont en fuite, et donc on imagine qu'ils peuvent écouter la radio, en tout cas, ou regarder la télé, et donc l'idée, c'est de ne pas leur donner des éléments à eux. Donc voilà, donc ça, c'est un travail très compliqué, puis qu'on fait au fil de l'eau, parce que c'est vraiment la première fois, pour la plupart d'entre nous, on était confrontés à ce genre de drame. Et nous, à l'antenne, on est à la fois concentrés pour faire notre travail au mieux, et en état de sidération, parce qu'on est comme tous les Français. On est abasourdi de ce qui est en train de se passer. C'est la première fois que ça se passe sur le sol français. Et puis, c'est un enchaînement, en fait. C'est une chose qui arrive une fois dans une carrière de journaliste, et tant mieux, parce que c'est vraiment un truc qui a été très fort. Moi, aujourd'hui encore, j'y pense très régulièrement. Malgré des années à vivre sous la menace, jamais nous ne pensions que Charlie Hebdo subirait un jour un tel drame.
Comment imaginer un tel massacre en réponse à des dessins? Jamais nous n'aurions pu penser que parce qu'on faisait des dessins, Richard Malka, avocat de Charlie Hebdo. parce qu'on s'exprimait librement, parce que on faisait rire, parce qu'on se battait avec les armes de la démocratie et de la liberté, c'est-à-dire l'expression, le pinceau, jamais nous n'aurions pu penser que ça se terminerait dans la tombe. En France, en 2015, c'est effrayant, irréel, hallucinant. Mes amis sont morts aujourd'hui, ils sont morts. Ils sont vraiment morts. Ils sont morts pour nous, pour nos libertés. Je suis vide, mais la seule chose que je voudrais vous dire, c'est que ces pulsions de mort ne doivent pas gagner, qu'elles gagneront pas, que le combat démocratique et pacifique continue contre cette folie animale, bestiale, bête. Il faut pas qu'ils soient morts pour rien aujourd'hui, mes amis. Et Charlie Hebdo continuera à vivre. Cet attentat suscite aussitôt une émotion générale. Le hashtag « Je suis Charlie » inonde les réseaux sociaux. Des milliers de personnes se rassemblent. À Paris, place de la République, la foule brandit des lettres lumineuses qui proclament « Not afraid ». Nous n'avons pas peur. Le soir même, le président François Hollande prend la parole. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, la France a été attaquée en son cœur, à Paris, dans les locaux même d'un journal. Cette fusillade d'une violence extrême a tué 12 personnes et en a blessé plusieurs. Des dessinateurs de grand talent, des chroniqueurs courageux sont morts. Ils avaient marqué par leur influence, par leur insolence, par leur indépendance, des générations et des générations de Français. Je veux ici leur dire que ce message de la liberté, nous continuerons à le défendre en leur nom. Ce lâche attentat a également tué 2 policiers. Ceux-là même qui étaient chargés de protéger Charlie Hebdo et la rédaction de ce journal qui était menacée depuis des années par l'obscurantisme et qui défendait la liberté d'expression. Ces hommes, cette femme, sont morts pour l'idée qu'ils se faisaient de la France, c'est-à-dire la liberté. Je veux ici, en votre nom, dire toute notre reconnaissance aux familles, aux éprouvés, aux blessés, aux proches, à tous ceux qui sont aujourd'hui meurtris dans leur chair par ce lâche assassinat. Le lendemain de l'attentat, la France est en deuil national. Mais elle n'a pas fini de compter ses morts. Une jeune policière, Clarissa Jean-Philippe, est abattue dans la rue à Montrouge, d'une balle dans le dos. Le tireur s'appelle Amédi Koulibaly. À ce moment-là, la connexion avec les frères Kouachi n'est pas encore démontrée. Les frères Kouachi et Amédi Koulibaly sont en fuite. L'urgence est de les retrouver pour éviter qu'ils ne fassent d'autres victimes. Le jeudi 8 janvier, les frères Kouachi sont repérés dans l'Aisne. Une grande chasse à l'homme est en cours en Picardie. Dans l'Aisne, où les 2 tueurs présumés ont été repérés ce matin après avoir braqué une station essence à Villers-Cotterêts. Ils ont été reconnus par le propriétaire. Depuis, les forces de l'ordre sont sur les dents. Xavier Yvon, vous êtes sur place, en direct dans l'Aisne donc, et vous avez assisté à cette traque des forces de l'ordre. Ah oui, j'y ai assisté de très près puisque j'ai pu suivre une vingtaine de policiers d'élite casqués, cagoulés, lourdement armés qui ont ratissé une petite partie de l'après-midi un minuscule village perdu au milieu de la forêt sous l'œil incrédule de ses 300 habitants comme Maxime qui avait tout fermé chez lui. Une fouille minutieuse de toutes les maisons, les villas, tous les recoins qui pourraient être une planque, les fermes, même un puits là, et j'ai vu un puits, ils ont fouillé un puits. Ça fait un peu film là, ouais, ça fait un peu série américaine. Et c'est vrai que de les voir prendre des positions de combat comme ça, fusil à l'épaule, c'est assez ahurissant ici au milieu de ces vieilles maisons. Et ces policiers d'élite doivent vérifier la moindre suspicion, la moindre rumeur. Par exemple, ils sont rentrés chez Marie-Claire, progressant lentement, arme au poing, dans son jardin.
J'ai une cabane au fond du terrain qui s'ouvrait, qui se fermait. Donc je savais pas trop ce que ça pouvait être. Donc mon mari l'a téléphoné, puis ils sont venus vérifier. J'aimerais que ça s'arrête, quoi. J'espère qu'ils vont les trouver parce que je crois que les gens ils vont vivre dans une psychose pas possible, quoi. Des habitants qui sont, vous l'avez entendu, comme Marie-Claire, à la fois inquiets mais aussi rassurés par la présence policière. À l'heure où je vous parle, ces policiers sont repartis vers un autre spot, m'a confié l'un d'entre eux, qui se disait exténué. Ça fait 30 heures qu'on n'a pas dormi et qu'on traque ces deux suspects, me disait-il. Au matin du vendredi 9 janvier, 2 hommes correspondant au signalement des frères Kouachi sont repérés à Dammartin-en-Gohelle, en Seine-et-Marne. Ils se réfugient dans une imprimerie et prennent en otage son propriétaire Michel Catalano, qui a eu juste le temps de cacher son employé, Lilian. Quand ça a sonné, on a ouvert, j'ai dit à Lilian, ouvre, ça doit être le fournisseur. En même moment, j'ai vu donc une Kalachnikov et un lance-roquette. Et là, j'ai compris tout de suite. Enfin, j'ai cru d'abord être dans un film. Donc, je me suis retourné, j'ai marché calmement. J'ai été voir Lilian, je lui ai dit de se cacher, en croyant faire bien. Et en fait, je les ai entendus monter l'escalier. Donc, j'ai vécu une scène assez incroyable puisque je leur ai offert le café, puisqu'ils m'ont dit, vous inquiétez pas, appelez la gendarmerie, ça va se terminer maintenant. J'ai appelé donc la gendarmerie pour prévenir que j'étais en otage, quoi. Et là, les gendarmes sont arrivés. Et là, je me suis réfugié dans mon bureau. Et il est rentré dans mon bureau et il saignait. Et je lui ai dit, si vous voulez, je peux vous soigner. Le petit frère m'a dit oui, il s'est assis et je l'ai soigné. À ce moment-là, le plus vieux était un peu groggy et le plus jeune a dit allez-y. Et là, je me suis retourné, j'ai marché et je me suis dit est-ce que je dis qu'il y a Lilian ou pas? Et c'est là que je suis descendu, je suis sorti et j'ai prévenu qu'il était là. Après, c'est là que c'est devenu difficile pour moi parce qu'ils ne savaient pas que Lilian, ils m'ont demandé 3 fois si j'étais tout seul. J'ai dit à chaque fois oui pour pas les... Voilà, après ça a été difficile pour moi tout le reste de la journée par rapport à ça. Lilian, l'employé de Michel Catalano, va rester caché dans l'imprimerie pendant plus de 8 heures. Il réussit tout de même à échanger avec le GIGN par SMS. On a pu rentrer en contact et j'ai été soulagé quand on a appris qu'il était effectivement toujours caché. Parce que je m'en serais voulu quand même toute ma vie. Donc moi, la vie s'arrête pas là, heureusement pour moi, parce que j'y ai cru au moins 3 ou 4 fois. Laure d'Autriche, envoyée spéciale pour Europe 1, a assisté à cette traque des frères Kouachi à l'extérieur. Elle se souvient. La veille de la prise d'otage dans l'imprimerie, on apprend que les frères Kouachi sont probablement en fuite dans la forêt en Seine-et-Marne. Et moi, je pars avec ma voiture Europe 1 en tout début de soirée. On fait le tour déjà là-bas en Seine-et-Marne. J'essaie de voir où ils peuvent être. On essaie d'avancer. On essaie d'aller voir même dans les zones de forêt où circulent aussi des journalistes. Et c'est au petit matin, alors que je suis déjà en Seine-et-Marne, j'ai dormi là-bas, que j'apprends que les frères Kouachi sont retranchés dans l'imprimerie. Et là, je pars en voiture très très vite. J'étais à quelque chose comme 20 minutes, je crois, en voiture, à une vitesse folle pour aller arriver le plus vite possible sur place, sur les lieux. On n'a pas peur parce que c'est aussi notre métier. C'est notre métier de partir sur des événements aussi intenses que cela. Et il faut surtout être quand même, j'allais dire, avoir les idées claires. Il faut pouvoir se dire que on doit faire notre travail avant tout. Donc mon objectif à ce moment-là, c'est juste d'arriver le plus vite possible près de l'imprimerie en question. J'ai réussi ce jour-là à trouver un point, à une zone un peu en hauteur, là où tous les journalistes ailleurs en fait, un peu à l'écart de là où étaient les autres journalistes. On n'était que 2, une télévision et moi, et j'ai passé la journée en fait sur ce point où je voyais énormément de choses. J'avais une vue sur cette imprimerie et je voyais effectivement ce qui se passait, certaines forces de l'ordre qui étaient autour, et puis les hélicoptères arriver, se poser, redécoller. Donc j'avais un point de vue qui était privilégié et qui m'a permis aussi pendant toute cette journée de raconter le mieux possible ce qui se passait.
Dans le même temps, à 13h06, Hamedi Koulibaly entre dans le magasin hypercachère de la porte de Vincennes, armé d'une Kalachnikov. Il tire sur un jeune employé, Johan Cohen, qui s'écroule. Sophie est une des clientes prises en otage par Hamedi Koulibaly dans le magasin hypercachère de la porte de Vincennes. Elle est votre invitée, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Sophie. Bonjour. Vendredi, vous faisiez vos courses à l'hypercachère, il était environ 13h. Que se passe-t-il à ce moment-là ? Quand je suis arrivée à l'entrée du magasin, j'allais rentrer effectivement dans les rayons et j'ai tourné ma tête vers la gauche tout de suite à l'entrée et je suis tombée sur un cadavre d'une personne qui était assise, la tête penchée. J'ai eu l'impression d'être dans un mauvais film. Et le temps que je réalise ce qui se passe, j'ai levé ma tête en face et j'ai vu le terroriste qui m'a dit « tu rentres tout de suite ». Il était armé jusqu'aux dents avec 2 Kalachnikov et donc du coup je n'ai pas pu faire marche arrière et j'étais vraiment à l'entrée et j'étais obligée de rentrer. Donc vous êtes arrivé après Koulibaly dans le supermarché. Il était déjà là. Il a demandé à une des jeunes filles, une des salariées qui était là, de fermer rapidement la porte. Et puis moi j'ai tenté de dire mais j'ai ma fille ma fille dans la voiture, laissez-moi partir, etc. Il était très très nerveux. Non, tu vas rester ici. Donc j'ai senti qu'il fallait pas insister. Et puis tout de suite après il y a une personne qui a voulu partir. Il lui a tiré dans le dos. Et puis après, il a demandé à la jeune fille de fermer les portes. Et puis d'aller chercher les autres otages, enfin les autres personnes qui étaient en bas. Ces personnes étaient cachées dans la chambre froide, c'est ça, du magasin ? Tout à fait, il y en avait 2 chambres froides en bas. Et du coup, Koulibaly a posé une de ses armes automatiques et le jeune homme qui était en face de lui a pris le fusil d'assaut et a voulu lui tirer une balle et lui il a été plus rapide, il lui a mis une balle dans la gorge ou je ne sais pas à côté de nous et le pauvre jeune homme est tombé. Il vous disait quoi, Koulibaly, pendant toutes ces heures-là, qu'il allait tous vous tuer, si vous continuez comme ça, voilà ce que je fais. Maintenant, vous voyez de quoi je suis capable. Voilà, c'était clair. C'était clair pour tout le monde. Il y a des moments où vous avez essayé d'entrer dans une discussion posée avec lui, entre guillemets ? Oui. Parce qu'on lui a dit mais on comprend pas, qu'est-ce que vous voulez exactement, c'est pas avec nous qu'il faut négocier, nous on est des pauvres gens, on est des mères de famille, il faut appeler la police, il faut négocier avec les personnes avec qui vous voulez, nous on peut appeler la police, on peut oui ça se fera plus tard mais en attendant il faut aller chercher les autres. Donc je me suis proposée, il me dit toi tu descends, tu vas les chercher. Et je dis mais si j'arrive pas vous allez pas tirer, alors il me dit va les chercher. Donc je suis descendue et j'ai dû enjamber ce pauvre jeune homme qui était en face, qui perdait du sang partout. Enjamber pour aller en bas. Pour aller chercher donc ceux qui étaient cachés dans la chambre froide. Oui, donc j'ai vu une personne qui était derrière une palette et je lui ai demandé, j'ai dit il faut remonter, je dis parce qu'il va faire un carnage. J'ai dit il faut remonter. Et donc les personnes au début ils étaient en lien avec la police, en téléphone. Il dit on est en lien avec la police, ils nous ont dit de pas bouger. Je dis vous plaisantez, il va descendre. Il sait très bien qu'il y en a. J'ai dit montez. Et du coup j'ai réussi. Dans la première chambre froide, ils m'ont entendu et ils m'ont écouté. Et il y avait malheureusement, il y avait un père avec son enfant de 3 ans. Quand je dis malheureusement parce que du coup je me suis dit j'ai fait monter un enfant de 3 ans mais c'est une horreur. Et puis dans l'autre chambre froide on n'a pas réussi à ouvrir et puis il ne répondait pas. Je dis laissez tomber, on dira qu'il n'y a personne. Et dans l'escalier le papa du garçon est monté avec un extincteur et il commençait à la dégoupiller. J'ai dit vous faites quoi là? Et il me dit mais je dégoupille, je vais le mettre sur lui. J'ai dit vous faites rien là, il vient d'en descendre un devant moi, un autre. J'ai dit vous faites rien. Je dis vous prenez l'enfant, je vais le mettre devant et je vais lui dire qu'on avance et qu'il ne tire pas. Et ça s'est bien passé. Il vous a parlé des frères Kouachi? Oui.
Et il nous a dit, vous savez pourquoi je suis là? Vous regardez pas les infos, vous savez très bien pourquoi je suis là. J'ai Châtillon, c'est moi. Et les autres, je sais plus ce qu'il a dit, mais oui, c'était clairement qu'il connaissait les frères. Oui. Et il vous a dit comment il pensait que ça allait se terminer, pour lui notamment? Lui, il avait rien à perdre, c'est clair, oui. Il avait rien à perdre. Il dit moi je suis du Daesh, etc. Et que de toute façon lui, il avait qu'une idée, c'était de mourir en martyr. On était inquiets et chacun, quand on appelait chez nous, en tout cas moi j'ai eu la chance d'avoir ma fille au téléphone, de prévenir ma fille. Tout le monde a fait ça. Pour dire au revoir, en tout cas pour dire qu'on aimait ses proches et de prévenir la police qui se dépêche vite parce que c'était quelqu'un de déterminé. Il vous a dit clairement qu'il vous avait pris pour cible parce que vous étiez juif? Quand il nous a demandé nos noms, nos prénoms, nos professions et si on était juive ou pas, je pense que c'était délibéré. Maintenant, il nous a dit clairement que de toute façon, les Juifs, vous financiez Israël et que là, maintenant, ça suffisait et que le Daesh allait arriver, etc. Donc forcément, il y avait un lien. Vous avez eu l'impression d'avoir en face de vous un illuminé ou quelqu'un qui avait un raisonnement construit C'était pas un illuminé. C'était quelqu'un d'endoctriné, certainement. Un fanatique, mais c'était pas un illuminé. Et au moment de l'assaut, Sophie, que se passe-t-il? Ça a pété d'un seul coup. Donc on avait eu le message, parce que on avait eu la chance d'avoir des policiers au téléphone qui nous ont dit quand ça pète, vous vous mettez à plat ventre et vous mettez la tête, les bras au-dessus de la tête. Et puis donc quand ça a pété de derrière. Donc on s'est tous précipités et essayé de se cacher quelque part. Et moi, ce que j'ai vu, puisque j'étais à côté de la sortie avec plusieurs autres cachés derrière les caisses, petit à petit, le rideau de fer est monté. Et là, je me suis dit, il faut y aller, il faut partir. La complicité d'Hamedi Coulibaly avec les frères Kouachi est à présent avérée. Il met en garde les forces de l'ordre. Si ses complices sont tués, il va abattre tous les otages du magasin. Les forces d'élite n'ont pas le choix, elles doivent intervenir simultanément. Un peu après 17h, les frères Kouachi viennent de sortir de l'imprimerie de Damartin en Goël, armés de leur kalachnikov. Ils font feu sur le GIGN. L'assaut de l'hypercacher est alors immédiatement lancé. Il y a plusieurs hommes qui sont en train de se poster avec leurs casques et leurs armes à l'angle de l'hypercacher. L'hypermarché, en fait, c'est l'angle d'un bâtiment et ils sont tous autour de ce magasin. J'en vois certains qui sont retranchés derrière le station essence, derrière le camion blindé dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc l'assaut a bel et bien été donné. Il y a un homme qui court, là, encore un policier tout vêtu de noir qui s'approche, son arme à la main. Je ne vois pas tout, mais il y a beaucoup de choses qui sont en train de se dérouler. Les pompiers qui essayent de s'approcher, mais a priori on les bloque, ce qui doit signifier que l'opération est encore en cours et qu'il ne faut pas s'approcher. Voilà tout ce que je peux vous décrire pour l'instant, mais il y a eu vraiment une longue rafale de coups de feu et de très violentes détonations, 4 ou 5 très rapprochées. Après des échanges de coups de feu, Ahmed Coulibaly, Saïd et Chérif Kouachi ont tous été tués. Les 26 otages de l'hypercacher sont alors libérés, mais 4 victimes sont à déplorer. Philippe Braham, Yoav Ateb, François-Michel Saada et Yohan Cohen. Tous juifs. Un bilan qui aurait pu être alourdi sans l'héroïsme de Lassana Batili. Cet employé du magasin était en train de ranger des produits au sous-sol du magasin lorsque l'attaque a commencé. Il a débranché les chambres froides et caché une partie des clients. Il leur propose de fuir par le monte-charge, mais terrifiés, les clients refusent. Il prend donc la fuite et pendant de longues heures, il aide les forces de l'ordre à préparer l'assaut. En signe de reconnaissance, une pétition circule pour que ce malien musulman soit naturalisé français. Lassana Batili, lui-même employé du magasin désormais tristement célèbre, a déposé une demande de naturalisation en juillet dernier. Pour le remercier, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a demandé à ses services de traiter cette demande en urgence et une cérémonie se déroule en ce moment même au ministère de l'Intérieur, place Beauvau. Et on l'imagine, beaucoup d'émotions. Vous êtes sur place, Jean-Sébastien Soldaini.
Ouais, Lassana Bathily est arrivé il y a un petit peu plus d'une demi-heure, costume sombre, attitude très humble, un homme qui ne prend pas sa part d'héroïsme, vient de dire Bernard Cazeneuve, et ça malgré les caméras et les micros qui ont fondu sur lui. Lassana Bathily écoute en ce moment même, tête baissée, impressionné par l'honneur qui lui est réservé. Devant lui, il y a les personnes qu'il a sauvées, celles qu'il a mises à l'abri dans la chambre froide, la direction de l'hypercachère et son ami Michel Royer, plutôt fier. J'espère qu'il aura aussi la Légion d'honneur, c'est-à-dire que la naturalisation c'est une démarche administrative, qu'elle soit accélérée pour lui, c'est super, hein, c'est très très bien, on est très heureux. Maintenant, le geste qu'il a fait est tellement beau, tellement fort dans la période d'horreur qu'on a connue, je trouve que la Légion d'honneur c'est une très bonne idée. L'histoire de Lassana est la réussite de notre modèle français, un modèle que les assaillants voulaient atteindre, répète Bernard Cazeneuve. Dans quelques minutes, c'est Manuel Valls debout à côté de Lassana Bathily qui va lui remettre son décret de naturalisation au terme d'une cérémonie prévue pour durer 45 minutes. Cérémonie exceptionnelle puisque d'habitude ce sont des naturalisations collectives. Là, il n'y a que Lassana Bathily qui est honoré. À la fin de ces 3 jours de traque, d'attentats, de peur, de violence et de sang, c'est la sidération. 17 personnes ont été assassinées. Des juifs, des policiers et des dessinateurs qui n'avaient pour arme que des crayons. Assassinés pour avoir refusé de se taire, de se censurer. Assassinés parce qu'ils voulaient être libres. Assassinés parce qu'ils étaient drôles. Cette liberté, ils l'ont payée au prix de leur vie. Malheureusement, ce sang versé n'a pas apaisé les djihadistes. Les attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercachère n'ont été que le début d'une ère d'attaques islamistes sans précédent. Vous venez d'écouter, il y a 10 ans, l'attentat de Charlie Hebdo. Un podcast européen au cœur de l'actu. Écoutez la suite de cette série dans l'épisode 3. Le dimanche 11 janvier 2015, 4 jours après l'attentat dans les locaux de Charlie Hebdo, plus de 3 500 000 personnes ont manifesté partout en France pour défendre la liberté d'expression, pour rendre hommage aux victimes et pour s'opposer au fanatisme. Des dizaines de rassemblements ont également eu lieu à l'étranger, comme à Sydney, Madrid, Tel Aviv ou encore Ulaanbaatar en Mongolie. Sans compter le hashtag Je suis Charlie qui se décline en plusieurs langues sur les réseaux sociaux comme un véritable cri de ralliement. Nous assistions à un important élan de solidarité. Et plus que jamais, j'étais persuadé qu'il ne fallait pas se taire. La façon d'être fidèle aux victimes, ce n'était pas de pleurnicher, mais de continuer à faire penser, réfléchir et à faire rire. Je n'ai alors qu'une seule conviction, comme tous mes camarades. Il faut que Charlie Hebdo paraisse. Vous écoutez, il y a 10 ans, l'attentat de Charlie Hebdo. Un podcast de la rédaction d'Europe 1, présenté par Philippe Val, ancien directeur de Charlie Hebdo. Épisode 3, Je suis Charlie. À Paris, nous étions près d'1 500 000 personnes à marcher ensemble, sous haute protection. En tête du cortège, des dizaines de chefs d'État et de gouvernement défilent à côté des autres, solennels. Des ennemis parfois jurés, comme Benjamin Netanyahou et le Palestinien Mahmoud Abbas. Une image rare d'union et de pacifisme. Cet élan de soutien dépasse largement les frontières de la France. Il transcende aussi les cultures et les religions. Et voilà pourquoi le président du Niger a tenu absolument à être présent cet après-midi lors de la grande marche. Issoufou Mamadou sera dans le cortège aux côtés de François Hollande. Il a fait le voyage accompagné de l'archevêque de Niamey et du président des associations musulmanes du Niger. Mélanie Nunes l'a rencontré. J'ai été scandalisé quand j'ai appris ce qui s'est passé en France parce que je suis musulman. Et à travers ces actes-là, je ne retrouve pas l'image que j'ai de ma religion. Ce n'est pas ça l'islam. Des messages de soutien viennent de toutes parts. Albert Uderzo, l'auteur d'Astérix et Obélix, ressort quant à lui ses crayons pour rendre hommage à sa façon à Charlie Hebdo. Sur Europe 1, il expliquait se sentir proche de ces caricaturistes assassinés pour leurs dessins. Je me sens tellement près de ces garçons qui, malheureusement, étaient loin de s'attendre à ce qui les attendait. Je veux simplement marquer mon amitié pour ces dessinateurs qui ont payé de leur vie
et qui n'était pas du tout étudié pour ça. Comment peut-on faire des exactions aussi épouvantables? Comment des gens qui se disent humains peuvent arriver à faire en sorte de tuer des gens qui ne connaissent pas, mais dont on leur a dit beaucoup de mal, et à partir de ce moment-là, il faut les tuer. C'est insensé, on vit dans un monde, on revient à l'époque gauloise, et encore je suis pas sûr que les Gaulois auraient pu avoir cet état d'esprit. J'ai voulu montrer quand même que j'étais près d'eux et que je voulais absolument leur faire un dessin pour eux, qui est un dessin que je leur offre évidemment. Oh, c'est pas terrible, hein. Astérix qui donne un coup de poing avec des pieds qui s'envolent. Et là, ce sont pas des sandales de Romains hein, qui sont là. Ce sont des babouches. Ce sont des babouches. Oui, c'est différent. Le soutien à l'égard de Charlie Hebdo va aussi se manifester dans les kiosques. La rédaction du journal est à présent amputée d'une partie de ses grandes plumes. Et celles et ceux qui ont survécu à l'attaque sont hospitalisés comme Rhys, qui a l'épaule explosée. Pourtant, Gérard Biard et Éric Porteau, qui n'étaient pas dans les locaux lors de l'attentat, ont été héroïques. Ils ont réussi à faire en sorte que le journal paraisse le mercredi prochain. Intitulé « Le numéro des survivants », on retrouve en une un dessin de Luz représentant Mahomet avec une pancarte « Je suis Charlie », en légende est inscrit « Tout est pardonné ». Ce numéro s'est vendu à près de 8 millions d'exemplaires. Beaucoup de kiosques levaient leur rideau à 6h ce matin, mais dès 5h30, des files d'attente, parfois de plusieurs dizaines de mètres de long. Et à 6h06, Anne-Marie qui débarque, gare du Nord, en courant. Je suis après le numéro de Charlie, il n'y en a plus. Vous avez vu partir en courant? J'ai fait les 3 kiosques de la gare du Nord, même à l'extérieur, le 4e, il n'y en a plus. Attendez-moi, vous courez vite, hein. C'est notre dernière chance, là. Oui, merci. Et merci. Ça y est. Merci, oui, je suis contente. Plus que soulagée. C'est comment on appelle, historique. Voilà, alors pour Anne-Marie, c'est bon, hein, mais 6h10, plus aucun exemplaire disponible gare du Nord. Les 800 Charlie Hebdo ont été vendus en quelques minutes. Les kiosquiers n'en reviennent pas. Je n'ai plus, monsieur, j'ai plus de Charlie. Ils les prennent par 5, par 10, par 15, par 20, donc j'en ai reçu 220, j'en ai plus. Il est 6h06. En un quart d'heure, on arrive à en vendre 200. C'est du jamais vu? Si, le 11 septembre, ça a été la même chose. Un kiosquier parmi les autres ce matin qui était particulièrement fier de vendre ce nouveau numéro de Charlie, c'est Patrick. Le jour de l'attaque mercredi dernier, juste après la fusillade, les frères Kouachi l'avaient braqué pour prendre sa voiture. Tout est vendu. J'ai plus un Charlie à vendre, terminé pas avant demain matin, hein, les Charlie. Hein. Comment vous sentez aujourd'hui? Bien, très très bien. Mais c'est j'ai complètement éliminé tous mes petits problèmes qui ont pu m'arriver la semaine dernière. Ça fait une semaine maintenant. Et puis bon, voilà, on participe à la vente de Charlie, on est tous debout, on est tous présents, parce que sans ça, ils n'ont pas gagné, c'est nous qui avons gagné. On est là pour perpétuer la tradition Charlie, et j'espère qu'il s'enlèvera et que ça sera très très longtemps un très très beau journal satirique. Les attentats de 2015, c'est Charlie Hebdo, Montrouge, l'Hypercacher, mais aussi Copenhague. Un épisode peu connu. Le 14 février 2015. L'ambassadeur de France au Danemark, François Imray, a été visé par une attaque où il a failli perdre la vie. Après l'attentat de Charlie Hebdo, les caricaturistes danois sont sous le choc parce qu'ils savent que c'est en solidarité que le journal satirique a publié ces caricatures de Mahomet. Ils savent ce que c'est que de vivre sous protection policière. Alors, ils décident d'organiser une conférence. Je reçois un courrier d'un groupe de caricaturistes danois qui me demande, monsieur l'ambassadeur, on veut faire une réunion publique sur le thème liberté d'expression. Jusqu'où cette liberté, la défense de la liberté, justifie-t-elle qu'on mette sa vie en danger? Et on souhaiterait que vous soyez le keynote speaker, c'est-à-dire que vous fassiez le propos introductif. Et donc j'ai accepté, ce qui n'était pas évident d'ailleurs, parce que tous, parmi les diplomates, ne considéraient pas que c'était la place d'un ambassadeur de France, mais moi, j'ai toujours pensé que c'était évidemment notre place, qu'on ne pouvait pas inviter le monde entier à marcher avec nous dans les rues de Paris le 11 janvier. Et puis, moi, ambassadeur de France au Danemark, ne pas répondre favorablement à la demande des caricaturistes danois qui voulaient que je participe à leur réunion publique, ce que j'ai fait. On était une toute petite trentaine dans un centre culturel. Quand j'arrive,
savez, à la fois, on sait qu'il y a un risque, il y a une atmosphère comme ça qui pèse, et en même temps, on veut pas totalement y croire. Donc, je suis venu seul, sans protection, en vélo d'ailleurs, à la Danoise. C'était un samedi après-midi, c'est un très beau soleil d'hiver. Et j'étais en confiance, je ne venais même pas attacher mon vélo. Et j'étais rassuré par la présence de quelques policiers danois. Je ne savais pas qu'il y aurait cette fusillade quelques instants après et que ces policiers seraient très, très grièvement blessés. Donc je dis quelques mots, de façon assez informelle d'ailleurs, sur cette estrade. Et après une introduction dans laquelle j'explique ce qui a toujours été la position de la France, c'est-à-dire qu'on combat l'islam radical, mais certainement pas les musulmans. Vous savez, il y a toujours ce procès en islamophobie, la France est contre les musulmans. J'ai voulu expliquer la liberté à la française et puis expliquer la position de la France, qui est la différence entre combattre une idéologie lorsqu'elle est radicale et violente, et puis respecter des personnes à raison de leurs croyances. Si je vais m'asseoir près de la porte vitrée, et j'écoute l'intervention suivante. L'intervenante suivante, je la connaissais bien, puisque je l'avais connue lorsque j'étais ambassadeur en charge des droits de l'homme. C'était Ina Shevchenko, la chef des Femen. Elle commence à parler, et puis c'est la fusillade. Et il faut avoir vécu ça pour rendre compte de ce que c'est qu'une fusillade comme ça. Freedom of speech, but. And the turning point is but. Why do we still say but when we... On est un mois après Charlie, et évidemment, nous avons tous cette tragédie, ce massacre en tête. Et tout de suite, j'ai compris que c'était la même chose qui se reproduisait. Et on est allé au sol. Je me souviens très bien de ces instants. J'avais la joue contre le ciment par terre. J'ai vu le regard affolé. Et je le vois encore d'une jeune femme qui était à côté. Et à ce moment-là, vous n'avez pas de place pour l'émotion, ni pour des souvenirs. On se dit pas, on revoit pas sa vie, on se dit pas, on n'est pas envahi par la peur, même pas par la peur, même pas par le chagrin. Mais le cerveau est mobilisé à 200% pour comprendre ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est que on est sous le feu d'une attaque et qu'on va mourir dans quelques secondes. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas la place pour la peur. C'est la certitude que la fin, elle est là, elle est acquise. Et donc là, nous sommes au sol. Et puis au bout d'un moment, quelqu'un crie, il y a une porte là-bas, il le crie en danois, et tout le monde se lève et court. Et puis on essaie de sortir. Et là, je suis, comme j'étais au bout, près de la porte, parce que je voulais justement pouvoir m'éclipser, je suis le dernier à sortir. Et Finn Nørgaard, qui était avec moi, tourne à gauche. Moi, je continue tout droit. Il est tué immédiatement. Et moi, je me réfugie dans une cage d'escalier. Puis, quelques minutes après, je redescends, je le vois. Et puis, la police commence à arriver. On se réfugie à nouveau dans la pièce. Et là, c'est interminable. Ça dure des heures. Des heures à attendre une réplique, à attendre que ça saute, à attendre qu'il y ait une autre vague d'attaque. C'est-à-dire que ça ne s'est pas arrêté avec la fusillade elle-même. Et au total, il y aura eu 2 morts et 6 blessés graves. Et 2 morts seulement parce que, en fait, la présence des policiers danois et surtout du GIGN suédois qui protégeait un caricaturiste qui était venu de Suède, a permis de tenir l'assaillant à distance. L'assaillant qui était couvert de gilets pare-balles, et il sera abattu le lendemain dans les rues de Copenhague après une chasse à l'homme. Et il a tiré avec un fusil automatique RM16. Et cet attentat sera revendiqué par Daesh dans sa revue. Lorsque l'info tombe, les articles précisent que l'ambassadeur était présent dans la salle de l'attentat. On le qualifie de témoin. Alors que c'est lui qui était la cible. C'était la France la cible, la France qui l'incarnait.
À ce moment-là, c'était pas mon sujet. Mon sujet, j'étais en fonction. C'était la protection du lycée français, la protection de l'ambassade. Et je me fichais bien de savoir comment on allait raconter les choses. Et j'avais bien vu que pour le Quai d'Orsay, c'était le message passé à la presse, c'est le caricaturiste suédois qui était visé. Et on m'a expliqué que c'était une façon aussi d'épargner notre réseau d'ambassades, ce que je pouvais comprendre à l'époque. Mais le résultat, c'est qu'au fond, cet attentat était totalement escamoté de la mémoire collective. Et c'est pas tous les jours qu'un ambassadeur se fait tirer dessus en faisant son boulot, ou ce qu'il croit être son boulot. Et j'ai mis longtemps à comprendre que j'étais aussi une victime, même si c'est pas une condition dans laquelle je veux rester, mais elle s'impose à vous, dans les heures, dans les jours, et dans les années qui viennent, et dans les nuits qui suivent, et qui suivent pendant des années, et dans votre ventre. Et tout ce que demande une victime, la première chose qu'elle demande, c'est la reconnaissance de ce qu'elle a subi, c'est-à-dire le non-déni de ce par quoi elle est passée. Et dire il était présent à une conférence où il y a eu un attentat, ce n'est pas du tout rendre compte de la réalité. Non, je n'étais pas présent à une conférence. J'ai accepté de présider une petite réunion publique, de mettre mon nom en avant et par conséquent d'être une cible. Et ça m'aura été confirmé depuis. Vous étiez visé, monsieur l'ambassadeur, bien entendu. Bah oui, la France d'ailleurs l'était à ce moment-là. C'était une évidence. Nous étions l'ennemi numéro 1 de Daesh. 10 ans après ces attentats, la reconstruction est dure pour les victimes et pour leurs proches. En octobre 2024, la mort de Simon Fieschi, grièvement blessé dans l'attentat, est venue rouvrir cette douleur. Il a été retrouvé sans vie après avoir passé 10 années à se battre contre les séquelles de l'attentat. Le procès qui s'est tenu en 2020 a permis pour certains de se libérer, mais il a aussi été l'occasion d'interpeller notre société face à la montée de l'islamisme qui ne cesse de tuer depuis Mohamed Merah en 2012. L'audience a pris une tournure politique avec le témoignage de Rhys, le directeur de Charlie Hebdo, qui dénonce la lâcheté de la société face à la montée du totalitarisme et du fascisme islamiste. L'avocat du journal Richard Malka dénonce lui aussi une forme d'aveuglement. On est en 2020 à Paris, il y a un journal qui vit dans un camp retranché. Des journalistes, des simples dessinateurs, ils font que des dessins. Et ils sont obligés de vivre comme des prisonniers, avec des panic rooms, avec des portes blindées comme ça, des sas. Et dans leur vie personnelle, ils peuvent plus rien faire. À Paris, c'est aujourd'hui, c'est tous les jours. Comment accepter ça? Mais en fait, on l'accepte parce qu'on s'habitue à tout. Il faut se battre contre ça chaque jour, mais vous aussi, chacun de vous. Quand je lis que la déposition de Coco, de Corinne Lay, est parfois coupée en deux parce qu'on enlève le morceau de phrase où elle dit qu'on baisse notre froc devant une certaine idéologie, ça va pas. Et là, c'est chacun de vous. La menace contre nous n'a jamais cessé. Je suis sous protection policière depuis 2006, date à laquelle nous avons publié les caricatures de Mahomet. Ça fait déjà presque 20 ans. Et je ne sais pas si un jour je pourrai de nouveau vivre normalement. Je me suis fait agresser quelques fois et heureusement, mes officiers de sécurité m'ont tiré de là. En période de tension, le niveau de dangerosité remonte toujours. Ce qui est problématique avec Internet, c'est que ça ne s'efface jamais, comme on l'a vu avec Salman Rushdie. J'ai évidemment déjà reçu des lettres de menaces, mais je n'ai vu qu'une seule fois un appel au meurtre. C'est Édouard Philippe, quand il était à Matignon, qui l'a reçu. Cette menace venait d'Al-Qaïda au Yémen. Ce sont eux qui ont fait l'attentat de Charlie Hebdo. Et quand je l'ai vu, ça m'a terrifié, parce que, je dois dire, c'est assez impressionnant. C'est une affiche Wanted avec ma photo où il est inscrit « Mort ou vif ». À côté, il y a un paragraphe de quelques lignes qui évoque la publication des caricatures. Et il y a des fanatiques qui tombent sur cette affiche, sur le darknet, et qui sont persuadés qu'ils doivent m'assassiner. Voilà, il n'en faut pas plus. Et cette menace tourne. Je ne sais pas si ça s'arrêtera un jour. Pour Bernard Rougier, spécialiste du Moyen-Orient, l'islamisme a pris une telle place que ces menaces ne risquent pas de s'essouffler. Le feu a bien pris et ne peut pas s'éteindre tant que ces mouvements sont là. Et ces mouvements ne sont pas prêts de s'éteindre. L'islamisme a pris une telle place à la fois dans le monde musulman et dans les démocraties européennes que ce phénomène est durable et la condamnation est durable.
tout le monde a été étonné de l'agression contre Salman Rushdie et le fait qu'il ait perdu un œil il y a un peu plus d'1 an, plus de 20 ans après la fatwa de Khomeini, par quelqu'un qui n'était même pas né. Il y a moins de 2 ans, Omar Diaby, dit Omar Homsen, le militant djihadiste de Nice, qui avait créé son propre petit groupe et qui est du côté d'Idlib, dans des zones sous l'autorité du Hayat Tahrir al-Sham de HTS, qui vient de prendre le pouvoir à Damas, qui a été de temps en temps arrêté, emprisonné, puis relâché, donc des relations un peu compliquées avec HTS, eh bien, a produit il y a moins de 2 ans encore un documentaire pour montrer la légitimité des attentats contre Charlie Hebdo, pour montrer que tous ceux qui nient l'obligation de tuer quiconque se moque du prophète sort lui-même de la religion. Et donc le documentaire était assez bien fait et considérait tous les musulmans dits modérés, entre guillemets, comme étant des traîtres à leur propre religion, puisque quiconque se moque du prophète n'a droit qu'à la mort comme châtiment. Et c'était la leçon qu'il tirait avec des images, des entretiens de chers très connus, de militants, etc. Et donc vous voyez que c'est une manière, ce type de documentaire qui circulait dans les milieux, dans les réseaux sociaux djihadistes, est une manière de garder toute l'actualité à l'affaire de Charlie Hebdo. Donc non, la sensibilité sur cette question est toujours très vive. Elle est entretenue par les acteurs les plus radicaux comme par les autres. Et donc, ici, la vigilance doit être de mise. Face aux menaces de représailles, le Jyllands-Posten, le journal danois qui est à l'origine des caricatures de Mahomet, a déclaré qu'il ne les publierait plus dans ses pages. Une décision que comprend Flemming Rose, son ancien directeur, même s'il le déplore. En décembre 2015, j'ai quitté le journal en raison de ce conflit interne. Je n'ai jamais critiqué publiquement le journal pour ne pas avoir republié les caricatures, parce que je pense que le Jyllands-Posten se trouve dans une situation différente. Car il pourrait être pointé du doigt comme le journal qui a créé une crise et qui recommence en republiant ses caricatures. Alors qu'on ne porterait pas les mêmes accusations pour d'autres journaux qui publieraient simplement les caricatures à titre de documentation. Et malheureusement, on peut dire que la violence fonctionne, car, à part Charlie Hebdo, peu de journaux en Europe ont décidé de republier ces caricatures en raison des menaces et des problèmes de sécurité. Chaque fois que l'on restreint la liberté d'expression, on sait que l'on obtient moins de liberté, mais on ne sait jamais si l'on obtient, en fait, plus de sécurité. De son côté, Charlie Hebdo refuse de se taire et de laisser la peur et la violence gagner. En 2020, à l'ouverture du procès des attentats de 2015, le journal a republié les fameuses caricatures de Mahomet, un symbole fort. Rhys, l'actuel directeur du journal, a dit « Nous ne nous coucherons jamais, nous ne renoncerons jamais ». Un refus de courber l'échine, mais surtout une volonté de continuer à lutter pour la liberté. C'est justement en voulant faire réfléchir ses élèves à la liberté d'expression que Samuel Paty a été décapité le 16 octobre 2020. Lors de son cours, il a montré les caricatures de Mahomet publiées dans Charlie Hebdo. Il n'a pas donné son avis, il a juste invité ses élèves à réfléchir, à s'interroger. Pour cela, il a été sauvagement assassiné par un djihadiste. Et combien encore seront victimes de la mouvance islamiste? Quand faudra-t-il enfin réagir? Il n'y a pas 2 frères Kouachi. Il y en a d'autres qui pourraient passer à l'action ou qui sont passés à l'action en égorgeant un curé ou un prof. Il faut agir contre cela parce que désormais c'est un sujet de société. Ce 10e anniversaire des attentats, la rédaction de Charlie Hebdo n'a pas souhaité le commémorer de façon larmoyante. Ils ont donc réuni dans un ouvrage Charlie Liberté, le journal de leur vie, des archives, des témoignages et des dessins inédits des 8 dessinateurs et journalistes assassinés. Mais avant tout,
Ce que ce livre souhaite, c'est nous inspirer. Comme l'écrit Rhys dans la préface, c'est pour nous donner envie d'être libres comme ils l'ont été, envie de dessiner librement comme eux, de réfléchir librement comme eux, de créer librement comme eux. Regardez leurs dessins, lisez leurs textes et dites-vous que c'est la joie d'être vivant et libre qui a guidé toute leur existence. Sans l'aide d'un Dieu quelconque, le bonheur est sur terre et nulle part ailleurs. Vous venez d'écouter, il y a 10 ans, l'attentat de Charlie Hebdo, un podcast européen au cœur de l'actu. Cette série vous a été présentée par Philippe Val. Écriture et production, Caroline Garnier. Réalisation, Christophe Davio. Interview, Clara Léger, Raphaël Mariat et Caroline Garnier. Supervision, Julien Pichenet. Promotion et coordination des partenariats, Marie Corpet. Archives, Raphaël Mariat, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Ce podcast est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et l'appli Europe 1.